Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal d'une lectrice. Le dernier, il me semble, date de septembre, donc ça va faire 2 mois. Alors pourquoi ce délai? Pas parce que je n'ai pas eu le temps, puisque par exemple, entre-temps, je vous ai tourné une vidéo sur mes sagas en cours dans ma pile à lire, et le résultat est clairement désastreux, catastrophique. Voilà, on va pas revenir sur ça, on va pas tout de suite se fâcher. Mais en octobre, j'ai enchaîné les lectures très mitigées, voire les déceptions. Et sur le coup, j'avais pas vraiment envie d'en discuter parce que j'étais tellement déçue. Alors, une déception, une lecture mitigée, ok, et puis il y en a une deuxième qui arrive, et puis une troisième. Et du coup, on perd presque le goût de la lecture et le goût d'échanger là-dessus. Voilà, maintenant j'ai pris un peu de recul et du coup, je vais pouvoir vous parler de tout ça. Alors, je devais également vous faire une vidéo sur les sorties Charleston d'octobre, ce que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des sorties qui concernent majoritairement les romances de Noël. Il n'y a qu'un livre qui n'est pas une romance de Noël, qui est La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon, dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, donc je ne vous en reparlerai pas ici. Mais sinon, en fait, toutes les sorties d'octobre chez Charleston, eh bien, ce sont des romances de Noël et il n'y a pas de sortie en novembre-décembre. Donc je ne vais pas vous refaire en fait une vidéo à part pour les sorties Charleston, je vais vous en parler là maintenant. Ça me permettra de vous parler de ma pile à lire des romances de Noël, en sachant que je ne suis pas du tout romance de Noël. J'en lis, je pense, une par an à peu près, deux maximum sur les bonnes années, on va dire. Là, pour Charleston, j'ai dû en lire 5 au mois d'août. Voilà. Donc bon, ça fait partie de l'aventure et en plus, c'était les dernières lectures, donc il y avait un petit côté nostalgique aussi. Mais c'est vrai que c'est pas un genre que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Donc il a fallu enchaîner les romances de Noël en plein mois d'août où j'étais dans les Alpes, où il y avait un beau soleil, où après j'étais à Montpellier. Clairement, j'avais les pieds dans l'eau. Bref. Donc je vais vous parler de tout ça dans un premier temps. Et puis après, j'enchaînerai avec les dernières lectures là, que j'ai faites sur le mois d'octobre et puis début novembre. Alors, j'ai lu, on va commencer par Un cottage pour deux de Josie Silver. Donc Josie Silver, c'est une autrice quand même assez réputée hein, pour ses romans de Noël. Je ne sais pas du tout combien elle en a écrit puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon genre de prédilection, donc c'est pas un genre auquel je m'intéresse. Elle a écrit Un jour en décembre en 2019 et Les deux vies de Lydia Bird en 2021. Je pensais qu'elle avait écrit beaucoup plus que ça parce que quand je l'ai reçue, je me suis dit tiens, Josie Silver, j'en ai énormément entendu parler. Mais c'est peut-être simplement que ses livres ont beaucoup plu. Bref, je vous lis le résumé et je vous dis tout de suite après ce que j'en ai pensé. Fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à 1000 lieues de la trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante. Se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage. Et le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. Dans l'esprit de The Holiday, un roman drôle et émouvant qui invite au rêve et à l'évasion. Alors pas de surprise sur le schéma de romance que va proposer ce roman, on le sent clairement dans le résumé, on va être sur un enemy to lovers et c'est pas quelque chose qui m'a dérangé en soi, même si j'ai pas forcément apprécié le truc, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas dingue de romance, donc je ne suis pas du tout la référence pour juger de ça, donc je vous parlerai pas forcément de l'évolution de la relation des deux personnages. Par contre, ce que je peux vous dire de ce roman, c'est qu'il est complètement dépaysant puisqu'on va avoir l'impression d'être au bout du monde, en Irlande, où clairement le climat est très hostile, où on côtoie les glaciers, où on côtoie les tempêtes de neige, où on ne peut pas tous les jours sortir de son petit cottage au coin du feu, puisque parfois le climat ne permet pas de sortir. Et en fait, c'est cette ambiance parfois très menaçante qui va créer un petit peu de tension dans la relation entre ces deux personnages qui ne se connaissent pas et qui doivent cohabiter. Et à côté de ce climat très hostile, on va avoir par contre une communauté très chaleureuse autour de Cléo et Mac. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
J'ai également aimé la psychologie des deux personnages principaux, donc de Cléo et Emma, qui est assez complexe. On n'est pas sur une nana complètement écervelée qui arrive et sur un gars trop viril. Voilà, on n'est pas sur des stéréotypes trop présents. On a quand même des personnages complexes et la relation qui va mêler les deux personnages va permettre en fait d'amener les failles du passé, les capacités de résilience de chacun et puis ils vont pouvoir s'entraider en fait l'un l'autre sur leurs blessures et ça c'était quelque chose d'assez intéressant. Si vous avez envie d'un roman de Noël, pas prise de tête, à lire sous le plaid, avec une boisson chaude, avec une bouillotte, un plaid, des chaussettes pilou-pilou, je pense que ça peut complètement faire le job. Si vous recherchez une romance de Noël qui vous dépayse, qui vous donne froid sous votre plaid, et bien clairement, je peux vous le conseiller, même si ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais clairement, pour qu'une romance de Noël soit un coup de cœur pour moi, j'ai pas encore vécu de coup de cœur de romance de Noël. Bref. Ensuite, on a dû lire, en tant que lectrice, Charleston, Cher Père Noël, de Debbie Macomber. Alors, si je dis pas de bêtises, elle, par contre, elle a écrit quand même pas mal de romans, effectivement. Rendez-vous à Times Square pour Noël, Passer Noël en Alaska, mode d'emploi, La surprise de Noël, Tous les jours de la vie. Et puis après, il y a une série Retour à Cedar Cove, mais là, qui ne semble pas être des romans de Noël. Donc voilà, Debbie Macomber, ça a l'air d'être une autrice incontournable dans la romance de Noël. Je n'avais jamais lu de romance de Noël de cette autrice, ni de roman tout court de cette autrice. Je vous lis le résumé et je vous dis après ce que j'en ai pensé. Cher Père Noël, c'est Lindy. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Dans le paisible village de Wenatchee, des guirlandes lumineuses ont été suspendues au toit, un épais tapis de neige couvre les pelouses et il flotte dans l'air une odeur de biscuits de Noël. Mais le charme des fêtes ne semble pas pouvoir apaiser le chagrin de Lindy Carmichael, qui vient de perdre du même coup celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie et sa meilleure amie. Alors quand sa mère lui conseille de renouer avec sa tradition d'enfance en envoyant une lettre au pôle Nord, Lindy est sceptique. Pourtant, la dernière fois qu'elle a rédigé une lettre au Père Noël, un beau-père est miraculeusement apparu dans sa vie et celle de sa mère. Alors peut-être que cette année aussi, ses vœux seront exaucés. Une romance de Noël douce et pleine d'humour, selon Publishers Weekly. Alors, eh bien, encore une fois ici, si vous avez envie d'être dépaysé, il neige, il y a des bons plats chauds qui vont être partagés, enfin voilà. On est vraiment dans une très bonne ambiance de Noël. Ce que j'ai moins apprécié, alors je vais pas forcément m'étaler à chaque fois sur tous les romans de Noël, ce que j'ai moins apprécié dans ce roman-là, c'est qu'il y a énormément de facilité. Alors après, c'est peut-être aussi ce qu'on recherche dans la romance de Noël. C'est des lectures qui ne sont pas prises de tête, c'est toujours des lectures qui finissent plus ou moins bien. Ça roule, quoi. Je veux dire, on est sur le bon chemin, il n'y a pas trop d'embûches pour trouver le bonheur. Et c'est un peu ce côté-là feel good, en fait, qu'on retrouve dans ce livre. Mais de manière peut-être un petit peu trop caricaturale, c'est-à-dire que Lindy, là, qui vient d'être larguée par son ex parce qu'il s'est barré avec sa meilleure amie, eh bien tout ce qu'elle veut c'est retrouver l'amour. Peut-être que dans la vraie vie c'est pas vraiment ce qu'on souhaite quand on vient d'être largué. On a peut-être plutôt envie de se retrouver avec soi-même, se développer et se rendre compte qu'on peut être aussi heureuse seule avant d'être heureuse avec quelqu'un. Bon, on n'est pas sur ce schéma-là, mais c'est normal, on n'est pas dans un livre de développement personnel. Encore une fois, on est dans une romance de Noël. Donc voilà, ça peut ne pas poser problème si vous aimez les romances de Noël. C'est pas ce que j'apprécie, encore une fois, je vais arrêter de le dire. Ce qui m'a un poil gênée, en fait, c'est ce qui finalement m'a le plus gênée pour apprécier correctement ma lecture, c'est qu'il y a un côté un petit peu puéril, en fait, de réécrire une lettre au Père Noël en croisant les doigts pour que ça se passe, en fait, pour que le vœu se réalise. Est-ce que le vœu va se réaliser ou pas? Bon, vous le saurez si vous lisez ce livre. Ensuite, j'ai lu Un lama pour Noël de Céline Olinsky. Alors pour le coup, celui-ci j'en attendais beaucoup puisque Céline Olinsky a sorti quelques romans chez Charleston qui avaient fait grand bruit entre guillemets pour l'humour qui s'en dégageait. Elle a écrit Rupture, Tarot et Confiture, Biberon, Vodka et Déambulateur, Karma, Amour et Tortilla. Donc c'est rigolo parce que les titres ont le même schéma pour les trois romans. Donc là, c'est Un lama pour le Noël, donc ça a l'air d'être sa première romance de Noël.
Donc effectivement, j'en attendais beaucoup puisque j'avais vu cette autrice à la Garden Party Charleston il y a un peu plus d'un an. C'est une dame c'est une femme qui est très très solaire, très souriante, lumineuse. Elle est presque magnétique en fait. On a vraiment envie d'aller vers elle et rien que le fait de la regarder nous donne vraiment le sourire. Et donc j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce roman. Je vous lis le résumé et je vous dis juste après ce que j'en ai pensé. Cette fois, c'est décidé. Lina ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille. Après un échec professionnel et une rupture amoureuse, il est urgent de faire le point. Excite la course aux cadeaux, les champs polonais et la traditionnelle soupe de betterave. Elle n'aspire qu'à la paix, loin de la frénésie de Noël qu'elle ne supporte plus. Alors quand Yaya, sa grand-mère, lui propose d'aller se reposer dans la maison d'un vieil ami au Québec, elle saute sur l'occasion, rêvant de grands espaces isolés, de nature, de silence. Et je ne vais pas vous lire le reste du résumé puisqu'il spoil les 3/4 du roman. Voilà, le titre aussi spoil énormément le roman, je trouve. Bon, soit, on est encore sur un schéma d'une jeune femme qui, en plus d'avoir perdu son boulot, vient de se faire larguer. Voilà. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu le schéma classique dans les romances de Noël. Soit, on part avec cette intrigue-là. Et moi, je me suis dit, oui, c'est dit dans le résumé, chouette, la nana, donc je ne sais même déjà plus comment elle s'appelle, Lina. Lina, elle va entreprendre quelque chose, elle est en totale rupture en fait avec son système familial parce qu'elle a une mère qui est très directive, qui est très, j'allais dire invasive, mais non, c'est pas invasif, c'est intrusif. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc, elle a une mère qui est vraiment intrusive, qui dicte toujours tout ce qu'il faut faire pour Noël. Et en fait, personne ne la contrarie parce qu'elle a des problèmes émotionnels, on va dire. Donc, tout le monde fait très très attention. Et là, elle a décidé que stop. Elle allait arrêter de faire plaisir à tout le monde et elle allait prendre enfin soin d'elle. Et donc, moi, je trouve que c'est chouette d'avoir une héroïne qui, à un moment où elle est en échec, se dit je vais être proactive et je vais changer en fait, je vais changer la dynamique, je vais moi-même prendre les décisions et quelle belle décision de partir au Canada en hiver, en période de Noël. Et là je me suis dit on va en prendre plein les mirettes. Et malheureusement le soufflet est retombé. Pourquoi? Parce qu'en fait Lina quand elle arrive au Canada, clairement, elle se... elle, clairement, elle s'enferme dans la maison de l'ami de sa grand-mère. Elle ne veut voir personne. Elle trouve que l'ambiance de Noël qui l'environne est complètement détestable et elle en devient presque acariâtre en fait. Antipathique, enfin voilà. Et je me suis dit, dommage, je comprends qu'elle veuille travailler sur elle-même, etc. Mais de là à être hostile à la vie environnante, voilà, dommage, dommage. Par contre, Yaya, sa grand-mère, va partir avec elle et c'est ce personnage-là en fait que j'ai trouvé très intéressant puisque Yaya a vécu au Canada il y a des dizaines d'années et on va retracer un petit peu son passé et on va découvrir de très très belles choses mais aussi de grandes blessures qu'elle est venue peut-être un petit peu refermer et c'est ce personnage secondaire en fait auquel je me suis vraiment attachée et que j'aurais aimé voir aborder de manière beaucoup plus détaillée. Donc j'ai apprécié le fait que l'héroïne principale veuille déclencher un changement. Par contre, la décision prise de l'autrice de l'enfermer presque comme un huis clos en fait, hein, alors que voilà, moi je m'attendais à découvrir des espaces immenses, de la nature à perte de vue, des sapins enneigés, des cerfs, enfin bref, voilà, moi j'étais déjà partie sur des grands espaces naturels, mais pas du tout, et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue. Et autre chose qui m'a beaucoup déçue, c'est que j'ai trouvé que l'humour de l'autrice était tellement surfait, tellement caricatural, ça manquait tellement de subtilité. Et bon, ça c'est clairement mon avis personnel, je suis à contre-courant de la plupart des lectrices Charleston. Heureusement que Lauriane du compte Cocon Littéraire était lectrice Charleston en même temps que moi parce qu'on a clairement les mêmes avis tout le temps. On le fait pas exprès, mais pendant les romances de Noël, je me disais ah mais là c'est pas possible, c'est pas possible, et je lui envoyais et elle me disait non mais non c'est pas possible, et en fait derrière on voyait que les autres lectrices adoraient. Donc encore une fois c'est peut-être simplement parce que je n'aime pas forcément les romances de Noël.
Mais il y a, en fait, dans chaque romance de Noël de chez Charleston, il y a des choses que j'ai quand même appréciées. Donc ça veut quand même dire que, voilà, je ne suis pas en train de dire que j'ai détesté toutes mes lectures de Noël, bien au contraire. C'est juste qu'il a fallu les enchaîner à une période où peut-être que j'avais la tête à autre chose. Et quand c'est pas votre genre, eh bien c'est compliqué de les enchaîner. Mais si vous n'êtes pas forcément en recherche d'environnement, de Noël, enneigé, etc., peut-être que celui-ci peut très bien faire le job. Si vous avez aimé la plume de Céline Olinsky sur ses autres romans, je pense qu'on retrouve exactement le même humour, donc celui-ci peut également vous plaire. Ensuite, j'ai dû lire, toujours dans le cadre des lectrices Charleston, Le Grand Hôtel du Val des Neiges. Donc ça, c'est de la team Rom-Com. Il y a une nouvelle d'Isabelle Alexis, une de Tony Béard, une d'Adèle Bréau, une de Sophie Rouvier et une de Marie Varey. Je vous lis le résumé. Le Grand Hôtel du Val des Neiges, luxueux chalet posé au sommet d'un mont enneigé avec vue imprenable sur le Mont Blanc, accueille les vacanciers dans ses chambres chaleureuses, son spa exclusif et son grand salon où crépite toujours un feu réconfortant. C'est là où, chacun pour une raison différente, Karen, Félix, Élodie, Agatha et Roxane sont venus passer la semaine qui précède Noël. Quand le 23 décembre, une panne mystérieuse immobilise les cabines des deux chamois, unique moyen de relier l'hôtel et la vallée, ils voient tous leur projet pour le réveillon tomber à l'eau et sont bien obligés de passer Noël ensemble au Val des Neiges. Et puisque c'est Noël, tout peut arriver. Alors, j'avais encore jamais lu, je crois, de recueil de la team Rom-Com. J'en ai un qui m'attend dans ma palle, qui est à mes amis, je crois, ou à nos amis, je ne sais plus. Donc la team Rom-Com a quand même déjà écrit plusieurs romans de Noël, si je ne m'abuse. Il y a eu Si Maman Si, Petit réveillon entre amis, Noël actuali, Noël et préjugés, y aura-t-il trop de neige pour Noël? Donc le premier a été édité en 2017, donc ça fait quand même 6 ans. Qui a un petit roman de la team Rom-Com qui sort à Noël. Alors j'en attendais pas grand chose, je m'étais juste dit que ce serait une lecture assez fluide puisque y a quand même 5 autrices et c'est un livre qui fait un peu moins de 250 pages. Donc 50 pages par nouvelle, ça va assez vite et effectivement c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu les nouvelles de manière assez rapide. Grande déception, je peux dire ça. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout. Pourquoi zéro attachement aux différents personnages. J'ai pas du tout apprécié les plumes des autrices, à part celle de Sophie Rouvier et Marie Varey, qui relevaient selon moi un peu le niveau. Et pourtant, c'est quand même des grandes autrices françaises. Tony Béard, je l'apprécie. Adèle Bréau, je l'apprécie. Sophie Rouvier, Marie Varey, voilà. Isabelle Alexis, je n'ai pas encore lu de roman de cette autrice, mais en soi, pour moi, je m'étais dit, mais c'est un peu le gratin de Charleston français, en fait, dans cette team rom-com. Et malheureusement, voilà, il y a trop de différences dans les plumes pour amener vraiment un fil conducteur, une fluidité au niveau du type d'écriture. Je me suis attachée à aucun des personnages proposés. Alors, vous avez à la fois des personnages qui sont professionnels dans l'hôtel, vous avez des clients, alors c'est des clients qui sont très aisés financièrement et ça se sent. Il y a une petite enquête qui est menée et ça c'est plutôt sympa puisqu'on se dit que la panne qui permet de relier, enfin la panne des télécabines qui permet de relier l'hôtel à la vallée, eh bien on n'est pas accidentel. Donc il y a une petite enquête qui est menée, ça j'ai trouvé ça plutôt sympathique, mais c'est vrai que ouais, les plumes étaient trop différentes pour que ce soit vraiment harmonieux. Et puis les stéréotypes de certains personnages, je me suis dit vraiment on peut encore lire ça en 2023 chez des autrices françaises. D'accord. Et ça m'a beaucoup gênée. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup gênée. Donc pour moi, je pense que c'est le plus gros flop de mes lectures dans les romances de Noël Charleston. Ça arrive. Si après vous avez l'habitude de lire la team rom-com et que vous apprécierez sûrement ce roman aussi. Encore une fois, je ne suis pas du tout experte en quoi que ce soit. Je me sens pas du tout légitime pour dire ça, il faut le lire, ça, il faut pas le lire. Ici, je vous donne juste mon avis personnel à chaque fois.
ma plus belle lecture de roman de Noël chez Charleston, ça a été Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, qui a écrit l'année dernière Petit meurtre à Endgame, qui est sorti déjà au format poche chez Pocket. Alors, je vous lis le résumé. À chaque fois, j'enlève les marque-pages, je ne les avais pas encore enlevés. Je vous lis le résumé. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier, embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express? Alors, perso, j'ai adoré. Alors, c'est un roman qui est un peu écrit à la Agatha Christie, donc vous le voyez avec les références, etc. Sur le titre avec l'Orient Express, etc. Ça fait aussi penser à Agatha Christie parce qu'il y a une multitude de personnages, mais juste ce qu'il faut. Ça vous embrouille pas non plus, vous savez qui est qui. Mais du coup, ça veut dire que la première partie, il y aura une première partie de roman qui sera vraiment assez lente, assez descriptive, où on va un petit peu vous présenter tous les personnages qu'il y a dans ce train et vous présenter un petit peu l'agencement aussi de ce train un petit peu particulier. Mais une fois que ces descriptions sont faites, sont terminées, là, on fonce à toute vitesse au niveau des meurtres, des disparitions, des indices, des suspicions, etc. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé. On va beaucoup suivre Rose, donc, qui est une ancienne inspectrice et qui va du coup s'auto-charger en fait de résoudre le mystère. Juste un petit trigger warning. Désolée pour l'accent anglais. En parlant du passé de Rose, on aborde énormément la violence conjugale et les violences sexuelles, il me semble, le harcèlement, etc. Donc attention, ça rend la lecture un peu moins cosy que ce qu'on pourrait penser. Ça rend la lecture moins cosy que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur intersidéral. C'est juste que ce petit point-là, en fait, on le retrouve quand même assez fréquemment dans l'intrigue, puisqu'il va y avoir des flashbacks en fait, pour Rose de certains événements de sa vie. Et voilà, c'est un sujet qu'on aborde assez fréquemment dans l'intrigue. Donc si vous êtes sensible à ça, sachez que ce roman comporte quand même un petit peu de passage au niveau en ce qui concerne les violences sexuelles, les violences, le harcèlement, les violences conjugales, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, c'est une lecture que je vous conseille si vous aimez les Cozy Murder. C'est une lecture que je vous conseille si vous aimez Agatha Christie. C'est une lecture que je vous conseille si vous avez envie d'un roman de Noël qui ne comporte pas de romance aussi. Alors ça en comporte une, mais une romance un petit peu toxique. Donc on est un peu dans le dark en fait, hein, dans ce roman-là. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé, du coup j'ai l'impression que c'est celui dont je vous parle le moins et le moins bien. Mais souvent quand j'aime bien un roman, j'ai un peu plus de mal à trouver les mots. Puis ça fait longtemps qu'on les a lus, puisqu'on les a lus au mois d'août. On est au mois de novembre, donc septembre, octobre, novembre, ça fait quand même 3 mois, un peu plus de 3 mois je pense que je les ai lus. Donc j'ai le droit d'oublier un petit peu. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Désolée, nous avons été coupés car je n'avais plus d'espace de stockage disponible dans mon téléphone. Je vous disais donc qu'avec ces romances de Noël, eh bien, je vous présentais en fait les derniers romans que j'avais dû lire en tant que lectrice Charleston 2023. Les lectrices Charleston 2024 ont déjà été sélectionnées et annoncées et je suis contente de pouvoir leur passer le relais. Cette année Charleston a été formidable, mais très chargée. Donc c'est vrai qu'une année, moi je trouve ça très bien. Pour l'année 2024, j'ai le plaisir de faire partie des flamboyants. Donc je suis partenaire Faubourg Marigny. Je suis super surprise et tellement contente. Voilà, je m'y attendais clairement pas.
J'ai postulé, j'ai été prise, pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Mais voilà, je suis contente, c'est une belle aventure qui va commencer. Les flamboyantes sont tellement chaleureuses, tellement accueillantes. Enfin voilà, les échanges sont très spontanés, très positifs, très bienveillants. Enfin voilà, je me sens très très chanceuse et je suis contente. J'ai hâte que l'aventure commence. On devrait recevoir les premières épreuves non corrigées là d'ici quelques jours, donc pour les romans qui vont paraître en janvier et février. Donc chez Faubourg Marigny, si je ne dis pas de bêtises, il y a 10 romans par an qui sortent. Alors je ne sais plus sur quel mois il n'y a plus de parution, c'est peut-être genre août et décembre ou quelque chose comme ça, mais sinon c'est un livre par mois à paraître. Donc au niveau du rythme de lecture, c'est carrément gérable. Pour rappel, pour Charleston, en tout, on a eu 42 livres à lire sur l'année. C'est pas du tout le même rythme à avoir au niveau de la lecture. Bref, donc là, je vous ai présenté les romances de Noël que j'ai dû lire dans le cadre de mon aventure de lectrice Charleston 2023. Et donc, du coup, j'en profite pour vous montrer, pour vous présenter un petit peu les romans de Noël que j'ai envie de lire cette année. En sachant, comme je vous l'ai dit, que c'était pas mon genre de prédilection, mais c'est vrai que Doris a fait une petite vidéo sur les romances de Noël qu'elle comptait lire et ou qu'elle conseillait. Et elle avait fait aussi un petit post sur Instagram qui nous demandait si on avait déjà préparé notre pile à lire de Noël. Et je me suis dit, ah ben tiens, c'est vrai que je suis pas allée voir dans ma bibliothèque si j'avais des romances de Noël. Donc je vais vous présenter ça très très rapidement. Je vais pas vous lire les résumés, je vais juste vous présenter les couvertures puisque je pense qu'on a suffisamment parlé de Noël. Alors qu'on est encore en novembre. Moi, je suis quand même team automne très longtemps avant de devenir team Noël. Donc voilà, bref. J'ai envie de lire Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain, qui est en fait la romance de Sophie Jomain qui est parue aux éditions Charleston en grand format l'année dernière. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Ah si, c'est effectivement c'est un père et son fils qui tiennent un refuge dans lequel les reines sont élevées en liberté, etc. Où il y a vraiment un respect de la faune et de la flore. Et il me semble qu'il y a un client en fait qui vient, qui va vouloir en fait acheter les reines, mais en fait qui est un grand cuisinier et en gros il va vouloir acheter les reines pour les cuisiner, il me semble. J'ai pas envie d'en lire davantage. Donc ça c'est un roman qui traîne entre guillemets dans ma palle depuis l'année dernière puisque je l'avais reçu dans le colis Charleston de Noël de l'année dernière, donc ça fait un an pile. Et les deux autres romans que je vais lire, c'est des romans que j'ai reçus la semaine dernière et cette semaine. Donc c'est Retour à Sainte-Marie Hill de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki qui vient d'être édité chez Robert Laffont, La Bête Noire. Donc c'est un cozy murder noëlesque, hein, il me semble. Alors Karine Pitoki, eh bien, on la connaît toutes et tous pour sa saga Les rêves de nos mères. J'ai lu les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore lu le 3e tome, ça ne devrait plus tarder. J'adore la plume de Karine Pitoki. Et au-delà de la plume, j'aime énormément la femme qui se cache derrière. Donc quand elle m'a contactée pour recevoir son roman de Noël, ben oui, en fait, j'ai même pas réfléchi, j'ai pas regardé le résumé, j'ai dit oui parce que voilà, je connais la plume de l'autrice et je me dis que ça peut vraiment être chouette de la découvrir dans un nouveau genre. Et moi, les Cozy Mystery, j'adore ça. Donc voilà, on verra, je sais pas du tout de quoi ça parle. Et voilà, ça se passe juste en Angleterre. Il y a des gros mots dans le résumé, mais je ne les lirai pas. Je vais le lire très vite. Et j'ai également reçu de la part de Ozu Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc c'est une romance de l'Avent. Je pense que vous l'avez vu passer 50 000 fois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. En fait, c'est un roman, petite dédicace de l'autrice, merci Sophie. C'est un roman en fait qui se découpe en 24 chapitres, mais des chapitres scellés hein, qu'on ne peut pas ouvrir comme ça. Et donc en fait pour pouvoir les ouvrir, il va falloir en fait déchirer là les petits pointillés sur les côtés. Et donc en fait c'est un calendrier de l'Avent livresse. Donc ça le principe je le trouve génial. Je savais même pas que ça existait. Je pense que ça existe pour les enfants. Mais je ne savais pas que voilà, ça existait pour les adultes. Alors c'est catégorisé Young Adult, il me semble.
C'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui est née, il me semble, avec un cœur défaillant et qui a été transplantée. J'ai pas envie d'en lire plus. Mais ben, voilà, je vais le lire au mois de décembre en respectant ce caractère de calendrier de l'Avent avec un chapitre par jour. Mais j'ai très très hâte de lire ce roman, La Plume de Sophie Jomain. Je l'apprécie énormément. Alors je ne l'ai pas encore lu, je pense, sous forme de roman de Noël. Mais j'avais adoré le dernier Sommeil de l'ours, qui avait été un vrai coup de cœur, qui est le dernier roman de l'autrice paru chez Charleston cette année. J'avais beaucoup aimé À m'asseoir 5 minutes avec toi, qui parlait des troubles neurodéveloppementaux et plus particulièrement d'une petite fille atteinte d'un trouble du spectre autistique. Alors je sais plus si c'était une petite fille ou un petit garçon. Et de ce que ça avait engendré en fait dans toute la dynamique familiale, j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver La Plume de Sophie Jomain, en sachant que Sophie Jomain elle a quand même énormément de cordes à son arc, pardon, puisqu'elle a écrit dans la fantasy ou dans le fantastique, il me semble, elle a écrit chez Young Adult. Enfin, voilà, je pense que c'est une autrice qui a énormément de talent et qui peut, encore une fois, je pense, nous surprendre avec cette nouvelle romance de Noël. Je clôture le sujet Noël qui, je pense, du coup, va prendre quand même une grande partie dans cette vidéo. Et donc là, maintenant, je vais vous parler des derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire. Je vous avais dit que je ne ferai plus d'achats. Voilà, je vous l'ai dit, pour ne pas augmenter ma pile à lire. Mais il y a quand même des livres qui sont arrivés dans ma pile à lire et je vous les présente tout de suite. Voilà le désastre. Bon, je vous l'avais dit que je n'achèterais pas de nouveaux livres. Eh bien, j'en ai pas acheté beaucoup. Surtout ça, j'en ai acheté deux que je vais vous présenter tout de suite. Je suis allée en librairie avec Lauriane, je crois que c'était mi-septembre, puisque je donnais cours à l'Université catholique de Lille. Et du coup, derrière, on s'est dit, tiens, si on se mangeait un petit bout ensemble et qu'on faisait un petit passage en librairie, si on en profitait pour parler du Read Together, etc. Bref, donc on a fait un petit passage en librairie au Furet du Nord et j'ai été très très sage, je n'ai pris que 2 romans. Je me suis acheté La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est en fait une sorte de dystopie, je pense. Je l'ai acheté sous les conseils, sous l'influence de Lauriane, puisqu'il faut savoir que, en fait, Lauriane, elle me dit juste « Ah, ça, j'ai bien aimé », et en fait, je prends le livre et je l'achète et je ne regarde même pas. À savoir qu'il y a un livre que je me suis acheté sur Vinted la semaine dernière, qui devrait arriver aujourd'hui ou demain, qui est The Prison Healer. Je sais même pas de quoi ça parle. En fait, Lauriane, elle m'a dit « Non, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là ». Je l'ai acheté. Voilà, je suis faible. Bref, je vous le montrerai pas là puisque je l'ai pas. Donc du coup, je me suis acheté La Faucheuse, pardon. Donc les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà, ça a l'air bien bien dark, hein. En même temps, vu le titre La Faucheuse, tu te doutes bien que c'est pas un feel good. Et ce que j'ai vu après, c'est que c'est une saga. On en parle du nombre de sagas que j'ai en cours dans ma pile à lire. Bref, il fait en plus quasiment 600 pages, hein. C'est pas un petit roman. Mais voilà, si Lauriane l'a apprécié, je vais l'apprécier aussi, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je lirai en plus en lecture commune avec la cousine de mon conjoint qui lit énormément et avec qui je prends beaucoup de plaisir à partager et à discuter lecture. Donc ça va en plus me motiver à le lire. Et je me suis également acheté Ce qu'elle a laissé derrière elle d'Hélène Marie Wiseman, parce que j'en ai entendu énormément de bien à sa sortie en grand format chez Faubourg Marigny l'année dernière. Et du coup, quand je suis passée en librairie, je me suis dit, tiens, faut que je prenne celui-ci. Alors là, vous allez vous dire, ah bah oui, en fait, maintenant qu'elle est flamboyante, elle va s'acheter les romans de... Non, pas du tout, je l'ai acheté avant de savoir que j'allais être flamboyante. Et voilà, donc New York 1929, Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. 1995, l'asile de Willard a bien vieilli. Par un dimanche brumeux, la jeune Isabelle en découvre les arbres torturés, les murs décrépits.
Elle-même hantée par son passé, celle que tout le monde surnomme Izzy ne tarde pas à dénicher, dans les décombres, une malle à l'abandon et le journal intime qu'elle contient. Ce que l'une a laissé derrière elle sera l'occasion pour l'autre d'avancer enfin dans sa vie. Et en fait, quand j'avais lu le résumé, que j'avais vu les retours, ça m'avait un peu fait penser au bal des folles de Victoria Mass. Alors pour le coup, ça se passe à la Salpêtrière, au temps de Charcot, de Freud, etc. Donc on n'est pas à New York pour le coup. Mais on parle encore une fois de la condition de la femme et du fait que voilà, dès que ses propos dérangent, eh bien on va l'interner. Ça a été longtemps le cas, puisqu'on faisait passer ces femmes pour des hystériques et on leur faisait moult et moult châtiments. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un pan de l'histoire que j'ai beaucoup étudié pendant mes études en psychologie et qui m'a beaucoup intéressée. Et donc c'est vrai que quand il y a des lectures qui abordent le sujet, je prends plaisir à les découvrir. Ensuite, ça a été mon anniversaire la semaine dernière. Alors il y a des personnes qui aiment beaucoup en parler sur les réseaux sociaux. Moi, vous le savez, ma vie privée, j'en parle très très peu sur les réseaux. Donc, mais ça n'a pas empêché Lauriane de savoir que c'était mon anniversaire, puisque Lauriane fait maintenant partie de mes amies. Et pareil pour Laura, les mots des autres, voilà, les amis savent quand je suis née. Et du coup, elles m'ont toutes les deux envoyé des jolis colis avec des bouquins et puis pas mal de petites choses réconfortantes, des petites chaussettes pilou-pilou, des petites tasses, du thé, des gourmandises, enfin voilà. Beaucoup de choses qui réconfortent les cœurs quand il fait froid, quand l'actualité est sombre, enfin voilà. Donc je vais vous montrer ce que contenaient les colis en termes de livres. Alors Laura m'a offert 3 romans dans son colis. Il y a Dessous les roses d'Olivier Adam, Un pavillon de banlieue, 3 jours, 2 frères et une sœur. Claire l'aînée, infirmière et mère de famille harassée par le quotidien. Antoine le Benjamin, start-upper, efficace mais en lutte contre le monde entier. Paul le fils cadet, cinéaste en marge des siens, accusé de piller la vie familiale pour nourrir ses œuvres. Réunis dans la maison de leur enfance, engoncés dans des costumes trop petits pour les adultes qu'ils sont devenus, tous souffrent du rôle qui leur a été attribué. À la veille de l'enterrement de leur père, les retrouvailles sont-elles possibles? Alors que sonne le glas des règlements de compte et que les souvenirs divergent, chacun aurait-il raison malgré lui? Comme au théâtre, Olivier Adam met en scène un huis clos virtuose en 3 actes où ses personnages rejouent l'histoire de nos vies. Alors je ne l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux sociaux. Il a été édité chez Flammarion en 2022, donc il n'est pas si vieux que ça. Et je pense qu'effectivement, ça va être écrit telle une pièce de théâtre, puisque là, par exemple, vous voyez, acte 1, jour 1. Donc, si j'ai bien compris, il y a 3 actes, il y a 3 jours, donc un acte par jour. Il fait 250 pages, c'est assez aéré à l'intérieur, donc je pense qu'il peut se lire très très vite. Très vite. Elle m'a également offert numéro 2 de David Fuenquinos. Celui-ci, je ne vous lirai pas, quoique je peux vous lire le résumé, il est tout petit. En 99, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés, finalement il n'en restera plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Voilà, je pense que celui-ci, on l'a vu énormément passer. Alors je sais que Laura l'avait vraiment adoré, elle l'a lu il y a assez peu de temps. Et Lauriane aussi l'a beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison qu'il ne me plaise pas. Ensuite, Laura a lu, je crois que c'est le mois dernier, L'heure des femmes d'Adèle Bréau, qu'elle a énormément aimé. Et donc elle me l'a joint au colis, elle me l'a offert dans ce colis. Paris 67, à l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle, faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Les femmes de la France entière se confient à la Dame de Cœur. Bientôt, à l'heure de la sieste, elles seront des millions à suivre l'émission avec passion. Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin. Quant à la vie de Ménie, partagée entre le tourbillon d'une société libérée par mai 68 et les tourments qu'on lui livre, elle en est totalement bouleversée. 50 ans plus tard, Esther, une documentariste qui peine à se reconstruire, va replonger dans ces années pas si lointaines où le sort des Françaises semble d'un autre âge. Libération de la parole de la femme, c'est super intéressant.
Il fait un peu plus de 400 pages celui-ci. Si je ne m'abuse, Lauriane ne l'a pas encore lu. Il est aussi dans sa palle, donc je pense que ça partira en lecture commune. Donc vous voyez, c'est pas ma faute si ma pile à lire... non mais mes cheveux c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas ma faute en fait hein, si ma pile à lire ne décolle pas dans le bon sens. Ensuite, donc j'ai reçu de la part de Lauriane Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo chez Deux Saxus. Et là vous allez vous dire non mais c'est quoi ce beans? Il y a de la fantaisie sur le compte de Manon. Est-ce qu'on est sur le bon compte? Oui, vous êtes sur le bon compte. Vous allez avoir l'impression que je vous parle à chaque fois de Lauriane, mais c'est parce que c'est une personne avec qui je parle énormément de tout, mais aussi de lecture. Et en fait, je lui disais que avant Bookstagram et Booktube, je ne lisais que du feel good et j'avais du mal du coup à garder un rythme de lecture. En fait, je lisais quelques romans, puis je me lassais. J'avais une pause, je reprenais, parce qu'en fait j'aimais lire, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'on était tout le temps sur du feel good, sur les mêmes schémas, etc. Puis après, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes, Maud, avec qui, par exemple, j'ai ouvert à la base mon compte Bookstagram. On a discuté, et c'est vrai que Maud était très très friande des thrillers polars, etc. Et donc elle m'a ouverte à cet univers-là. J'ai beaucoup apprécié et aujourd'hui, ça fait partie de mes genres de prédilection. Puis, en découvrant Instagram, en découvrant les vidéos aussi sur YouTube, je me suis aussi ouverte aux romans historiques, puis au cozy mystery, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vrai que je lis un peu de tout, mais pas de fantaisie et pas de fantastique. Et donc je disais à Lauriane, parce que Lauriane, pour le coup, elle, c'est vraiment une lectrice éclectique. Si vous connaissez son compte, vous savez que vous pouvez trouver à la fois de la romance, du young adulte, de l'historique, un peu de polar, thriller, plutôt du thriller psychologique, du feel good, du contemporain, même si le feel good, c'est pas forcément toujours sa tasse de thé. Mais voilà, vous pouvez vraiment trouver de tout, tout, tout. Et c'est vrai que à chaque fois que je vois ces chroniques sur les romans de fantasy ou fantastique, je me dis tiens, ça pourrait me plaire en fait. C'est juste qu'il faut me conseiller le bon roman parce que je sais que si je vais vers un roman que je n'apprécie pas, eh bien je rebuterai à retourner vers le genre. Et donc du coup, elle m'a offert le Royaume assassiné, pardon. Alors en fait, je vais pas vous lire le résumé, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Alors moi, je suis pas du tout Disney. Quand j'étais petite, à part Pocahontas, mais dans le 2, elle m'a vraiment déçue. Petite blessure d'enfance, je vais m'arrêter là. À part Pocahontas et Aladdin, j'ai pas trop accroché. En fait, je regardais pas vraiment les dessins animés, etc. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, de toute façon, fais-lui confiance. Par contre, je ne voulais pas lui faire le plaisir qu'elle augmente ma pile à lire, parce que Lauriane et moi, on est un petit peu en train de se battre, alors clairement, j'ai perdu le duel, hein, je le sais, mais quand même, j'ai ma fierté, du coup, je ne veux rien lâcher. Lauriane, elle est dans la team toute petite palle, elle a une trentaine de livres dans sa palle, il n'y a pas très longtemps, elle était encore à moins de 30, et moi, il y a très peu de temps, j'étais à plus de 110. Aujourd'hui, je suis autour des 70, 75, et elle est plutôt autour des 30, 35. Donc vous voyez là la limite qui est en train de se rejoindre. Et du coup, je me suis dit, je ne veux pas lui faire le plaisir que ce livre rentre dans ma pile à lire. J'ai reçu ce roman la veille de mon anniversaire. Bien évidemment, j'ai ouvert le colis parce que je ne sais pas attendre. Et du coup, je l'ai lu. Je l'ai déjà lu et clairement, j'ai adoré. Donc effectivement, c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais en mode vraiment très dark. Désolée, on a encore été interrompu par un livreur. Bref, donc je vous disais que ce roman, c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais en mode vraiment dark. Et clairement, j'ai adoré. Donc on va y suivre en fait Lyra, qui est tout simplement la sirène la plus dangereuse de l'océan. Sa mère est actuellement la reine des mers et donc elle est destinée à être la prochaine reine des mers, mais pour ça, il faut qu'elle en soit digne. Alors toutes les sirènes doivent à leur anniversaire tuer un humain et prendre le cœur de l'humain qu'elles ont tué, pardon. Et Lyra a une spécificité, c'est qu'elle ne tue que des princes. Donc il faut vraiment vous imaginer l'océan avec énormément de royaumes qui le surplombe et donc du coup à chaque fois elle va chercher le prince d'un royaume pour le tuer, elle l'envoûte, elle le tue et elle prend son cœur et jusqu'à ce qu'elle commette en fait une erreur. Et sa mère, pour la punir de l'erreur qu'elle a commise, eh bien elle va la transformer en ce qu'elle déteste le plus, c'est-à-dire en humaine.
D'un autre côté, on va suivre le prince Eliane qui, lui, a vraiment envie de s'émanciper de ses obligations princières. Il ne veut pas gouverner. En fait, lui, ce qu'il aime, c'est voguer sur l'océan. Il a vraiment l'impression que son chez lui, son habitation, eh bien, c'est l'océan, c'est pas son royaume. Et donc, du coup, il est un petit peu en mode pirate tout le temps. Et il s'est donné pour mission de participer à l'extinction des sirènes en tuant le plus possible, puisqu'il sait que tant que les sirènes vivront, les humains seront en danger, jusqu'au jour où il prend son bateau avec tout son équipage et il tombe sur une femme en train de se noyer en plein milieu de l'océan. Il n'y a aucun royaume autour, il n'y a aucun navire, il n'y a rien du tout. Et cette femme est en train de se noyer, il la sauve et elle lui promet en fait de l'aider à tuer le plus de sirènes possible, à participer à l'extinction des sirènes, à les détruire. Mais est-ce qu'Eliane va vraiment pouvoir faire confiance à cette femme qu'il ne connaît pas? Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour le résumer. C'est vraiment méga dark et j'ai vraiment beaucoup apprécié. La complexité des personnages est folle. Vraiment, Lyra, je me suis attachée tout de suite à elle parce qu'effectivement, à la base, elle est très féroce. On se dit non, mais il y a des scènes, alors c'est jamais vraiment gore non plus, je trouve, mais il y a quand même des scènes où voilà, elle déchiquette un humain quand même, elle lui prend son cœur, etc. Mais on n'est pas non plus dans le truc trop crados, pas du tout. Et donc au début, c'est vrai qu'on voit en elle la meurtrière, mais au fur et à mesure, on va comprendre la profondeur de ses blessures et de tout ce dont elle va vouloir s'émanciper pour se construire elle. Et vous allez voir que, enfin si vous lisez, si vous avez déjà lu ce livre, dans ce roman, en fait, on voit à quel point la rencontre d'une autre personne peut nous révéler à nous-mêmes, peut nous donner envie de changer, peut révéler notre vraie nature. Et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi beaucoup apprécié eh bien, cette création d'un univers complètement particulier. Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal, je sais pas, les 50 ou 100 premières pages, je sais plus, parce qu'il faut vraiment tout s'imaginer. Et c'est ça, en fait, de la fantaisie, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'en lire, c'est compliqué au début parce qu'il faut s'imaginer effectivement la noirceur de l'océan, il faut s'imaginer toutes les créatures. Donc vous avez les sirènes, vous avez les femmes poissons, vous avez les hommes poissons, vous avez une certaine hiérarchie à respecter. Donc il faut vous imaginer comment dire, le visuel en fait de toutes ces créatures. On est loin de la petite sirène aux cheveux rouges et magnifique qu'il y a dans la vraie petite sirène. Il faut aussi s'imaginer tous les royaumes en fait qui sont proposés. Donc il y a des royaumes au climat très extrême. On a un royaume où clairement le froid pourrait vous congeler instantanément si vous y mettez les pieds. Il y a un autre royaume où il n'y a pas une seule goutte d'eau, c'est très désertique. Voilà, et tout ça, enfin, moi je me le suis vraiment imaginé sur un océan infini et que l'océan était vraiment la base de l'univers. Et moi j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, Eliane c'est un pirate, donc il faut aussi s'imaginer tout son équipage avec des personnes des royaumes différents qui ont du coup des traditions différentes, des manières de se vêtir différentes, etc. Donc c'est vrai qu'au début ça demande quand même un petit peu d'effort, de visualisation et de création, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais une fois cet effort fait, eh bien moi je me suis sentie complètement immergée dans l'univers proposé par l'autrice, j'ai adoré. Je vous l'ai dit, j'ai adoré la complexité des personnages et j'ai adoré aussi la quête qu'ils ont fait communément. Parce que Eliane va essayer de trouver une manière d'exterminer de manière vraiment radicale des sirènes. Et il se peut qu'un objet lui permette d'atteindre son objectif, sauf que cet objet, bien évidemment, il va falloir aller le chercher. Et donc, du coup, il y a une quête vraiment avec tout son équipage et puis la mystérieuse femme qui l'a sauvée. Et c'est plein de rebondissements, on ne s'ennuie pas. C'est à la fois des rebondissements au niveau des actions, puisqu'il va y avoir, à travers cette quête, il va y avoir des combats. Il y a également aussi du dynamisme sur, du coup, émotionnellement, en fait, ce que les personnages vont devoir assimiler et comment ils vont évoluer par rapport à tout ça. Bref, j'ai adoré. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et ensuite, j'ai reçu
de la part des éditions du Cherche Midi, Meurtre et Carotte Cake, qui est le dernier tome des enquêtes d'Anna Svensson paru. Alors il est paru il y a quelques jours, donc ça doit être début novembre. Je suis désolée parce que je suis essoufflée. Et c'est le tome 9. Alors je ne sais pas combien il y a de tomes en tout, je pense qu'on est... dans la version originale, je pense qu'il y en a une vingtaine ou quelque chose comme ça. Donc on n'est pas au bout de nos peines en ce qui concerne le triangle amoureux autour d'Anna Svensson. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec l'un des derniers livres que j'ai lu dans ma pile à lire, que j'ai écouté plutôt, qui est Meurtre et tarte au citron vert, qui est le tome 8 des enquêtes d'Anna Svensson. Je ne vous parlerai pas forcément de l'intrigue puisque c'est un tome 8 et j'ai pas envie de vous spoiler, quoique à chaque fois c'est les mêmes ingrédients en fait. On assiste à une Anna Svensson qui est un petit peu prise dans ce triangle amoureux qui est un peu infernal. Moi qui me lasse aussi un petit peu entre Norman et Mike, elle ne sait pas qui choisir et à chaque fois qu'un des deux gagne un point, l'autre en perd un. Enfin, bon, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, je me sens toujours très bien dans ces lectures-là. Pour le coup, ici, on assiste à une Anna qui est un petit peu fatiguée de son quotidien. Qui est fatiguée, qui est lasse de sa mère, qui est toujours très autoritaire, qui est lasse de ce triangle amoureux dans lequel elle est enfermée, qui est lasse aussi de son petit chat moche qui fait des siennes, qui a plus trop envie de manger, qui se sent pas très bien. Et elle va, en plus de ça, participer en fait à un jury pour désigner la meilleure pâtissière, je crois, d'une certaine foire. Et bien évidemment, elle va tomber sur un cadavre. Voilà, comment dire, les ingrédients à chaque fois sont les mêmes, mais c'est aussi pour ça qu'on apprécie, je pense, ce genre de saga. Après, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'essoufflement, c'est juste au niveau de la triade amoureuse là que j'aimerais que ça bouge un petit peu. Mais c'est toujours un plaisir d'y retourner, c'est vraiment cosy, c'est très très gourmand. Là, j'ai trouvé que l'enquête était un peu moins mise en avant. Mais c'est peut-être moi qui ai été moins attentive. Mais voilà, on était plus sur le concours de pâtisserie, etc. Donc vraiment une lecture doudou en fait. Pour moi, quand on va à Lake Eden, on retourne presque à la maison en fait. Donc voilà pour le dernier. Je commence à avoir une pile qui va tomber. Pour l'un des derniers romans que j'ai lus. En ce moment, en fait, je lis pas mal de Cozy Mystery puisque j'ai également lu Meurtre en coulisses, une enquête de Loveday Rider de Faith Martin, qui est le tome 3 de la saga, du coup, une enquête de Loveday Rider. Alors, cette saga, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle se passe dans les années 60. Et donc, du coup, on n'a pas accès à Internet, on n'a pas accès au téléphone portable. Donc, c'est des enquêtes vraiment à l'ancienne. Et on a un binôme qui est assez atypique puisqu'on va avoir d'un côté Trudy Loveday qui est une jeune femme policière et qui n'est pas considérée à sa juste valeur tout simplement parce qu'elle est une femme. Et d'un autre côté, on va avoir Clement Ryder qui est en fait un coroner, qui est ancien médecin légiste ou médecin tout court, je ne sais plus, mais qui a des soucis de santé qu'il essaye de cacher. Et lui, c'est un peu le vieux sage et elle, c'est un petit peu celle qui a besoin qu'on lui donne confiance. Et ça va être un très 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 beau binôme. Dans ce tome-là, en fait, il va y avoir un concours de beauté dans la ville d'Oxford. C'est un tout petit concours, je pense que c'est pour un producteur de miel. Et dans ce concours, il va y avoir une sorte de corbeau en fait qui menace un petit peu les concurrentes jusqu'au jour où une concurrente est retrouvée morte chez elle. Au début, on crie à la tentative, au suicide. On met en avant sa fragilité psychologique et puis en fait, il y a une amie de Trudy qui va aller la voir et qui va lui dire « C'est pas un suicide, je te promets, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis dans l'organisation de cet événement-là. » Et voilà, il y a des choses bizarres. Et donc, Trudy va croire son amie et va essayer d'enquêter de manière assez personnelle au départ, puis va être intégrée à l'équipe qui mène l'enquête. Et pour renforcer son personnage à qui on ne donne aucun crédit, elle va devoir en fait intégrer le concours en étant une prétendante au titre de Miss Miel. Pardon, j'ai eu une quinte de touche. Je vous disais donc qu'elle va intégrer en fait les rangs des prétendantes pour le titre de Miss Miel et elle va donc devoir
se vêtir de ses plus belles robes et de ses talons les plus hauts, ce qui va en fait encore une fois renforcer l'image qu'on veut lui donner de cette femme qui n'est pas très compétente dans ce qu'elle fait, ce qui est bien évidemment faux. Mais en fait, j'avais enchaîné les déceptions. Alors les déceptions, je vais vous en parler juste après, hein. C'est les 2 romans qui sont parus chez HarperCollins dans la collection Au gré du monde, et qui étaient des romans historiques assez lourds. J'avais envie d'une lecture fluide. Je me suis sortie ce tome 3 et en fait, il a vraiment, vraiment fait le job. Il a relancé mon rythme de lecture. Ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, une très 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 bonne lecture. Je continue dans les Cozy Mystery pour avoir un peu de cohérence dans ce que je vous dis. J'ai commencé à écouter, puisque j'ai terminé Meurtre et Tarte au citron vert, j'ai commencé à écouter des meurtres pour lâcher prise de Karsten Duss. Alors j'ai écouté 86 pages, donc sur quasiment plus de 450 pages, donc il y a de quoi faire. Je vous montre en même temps un petit marque-page qui m'a été offert par ma collègue il y a un petit moment. C'est un marque-page cousu et brodé. Et ça vient de la créatrice Aubazine, que je ne connais pas du tout, mais je trouve le marque-page vraiment très mignon. Bref, donc après l'écoute de Meurtre et Tarte au citron vert, j'ai commencé donc le tome 2 de la saga des meurtres zen de Karsten Duss. Alors, c'est compliqué de catégoriser cette série parce que on la catégorise souvent comme une série de cozy mystery, sauf que c'est pas tout à fait ça. Je dirais que c'est plutôt un polar qui intègre des notions de développement personnel. C'est pas cosy dans le sens où on n'est pas à boire un thé, à boire une boisson chaude, comme dans les autres Cozy Mystery. Là, en fait, on a affaire à un avocat qui, en fait, a l'habitude de défendre des mafieux, et des mafieux qui commencent sincèrement à lui pomper l'air, et il va en tuer un. Et derrière, il va vraiment se mettre dans le pétrin, et il va assister à des séances de développement personnel avec un psychologue pour essayer de sauver son mariage, d'essayer de sauver un petit peu les meubles dans sa vie personnelle, puisqu'il a des accès de colère, etc. Et quoi de mieux que de tuer en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Voilà, je pense que ça doit effectivement détendre de pouvoir tuer les gens qui nous embêtent. Donc voilà, on est en fait à la fois sur un mélange de développement personnel et de polar. Donc c'est pas tout à fait du cozy murder pour moi. Là, c'est noté crime et développement personnel, bienvenue dans le Breaking Bad du bien-être. Effectivement, je pense que ça résume bien cette série. Donc là, j'en suis à 86 pages écoutées. Voilà, ça s'écoute très bien. Je l'ai écouté en faisant un peu de jardinage. Ça s'écoutait très très bien. Au début, on est, là, sur les pages là que j'ai écoutées, on est davantage pour l'instant sur du développement personnel. Il n'y a pas encore eu vraiment de nouveaux meurtres. Enfin, le meurtre dont il parle, il a eu lieu il y a un petit moment. Mais je pense que le côté murder va bientôt arriver. En fait, c'est un roman, moi, je trouve, qui effectivement amène pas mal de développement personnel, mais de manière très, très astucieuse, très judicieuse, mais qui amène aussi énormément d'humour. Vraiment, parfois, le personnage principal nous parle du fait qu'il a tué quelqu'un, mais pour lui, ça lui semble logique, normal d'avoir fait ça. C'était la seule solution, et il le fait en toute conscience. Donc, il voit pas trop le souci. Et en fait, ça amène un côté assez humoristique. Donc, c'est une lecture dans laquelle je me sens bien. À voir ce que ça donne. Alors, je suis en train de l'écouter puisque le 3e tome est en route pour ma boîte aux lettres, et j'ai pas envie d'être en retard sur les séries que je reçois en service presse. Je vais faire une petite pause dans cette vidéo puisque j'ai une réunion, il est midi, j'ai une réunion professionnelle pendant le temps du midi, et je vous reprendrai après pour vous parler de mes dernières lectures, à la fois dans le cadre du Read Together. Donc en fait, j'ai lu L'orpheline de Foundling de Stacey Holz, et j'ai également lu L'ombre de la menace de Rachel Caine, qui ont été les 2 premiers livres sélectionnés donc pour octobre et novembre dans le cadre du Read Together. Je vous reparlerai un petit peu aussi de ce qu'est le concept du Read Together, et je vous parlerai également d'un abandon, de 2 lectures très mitigées et de ma future lecture.
Ma réunion professionnelle est terminée, j'ai pris le temps de manger, de m'allumer un petit feu de cheminée et il est grand temps donc de poursuivre et j'espère de clôturer ce journal d'une lectrice. Je vous ai quitté tout à l'heure en vous expliquant très rapidement le programme de ce qui allait suivre. Je vais donc commencer par vous présenter les 2 lectures que j'ai faites dans le cadre du Read Together. Alors le Read Together, c'est quoi? C'est un concept qu'on propose avec Lauriane. J'ai pas envie de dire qu'on a créé parce que je pense que d'autres personnes l'ont déjà proposé et on prétend pas du tout avoir révolutionné le game, hein, clairement. Mais le Read Together, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de lecture commune géante qu'on organise sur Instagram et sur Discord. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, du mois de novembre, eh bien, à la mi-octobre, on a proposé une thématique qui était sous la tempête et l'objectif, donc, c'était de lire une sorte de thriller psychologique dans une ambiance pluvieuse, automnale, etc. Et donc, on avait proposé trois livres. Il y avait donc L'ombre de la menace de Rachel Kane, il y avait 5 petits mensonges ou 5 mensonges, ou les 5 règles d'un mensonge, quelque chose comme ça, qui était dans la pile à lire de Lauriane. Et il y avait également Les Muses d'Alexis Michaelides. Et vous avez donc choisi, pour celles et ceux qui ont voté, L'ombre de la menace de Rachel Kane. Donc une fois que le livre... Donc on propose un sondage, il y a un des 3 livres qui est sélectionné donc, par vos soins. Et bien après, donc ça on l'avait fait à peu près le 15 octobre. On a donné les résultats par exemple autour du 22 octobre. Ça laisse donc une semaine à peu près pour se procurer le livre qui a été sélectionné. Et à partir de là, en fait, on vous donne un lien Discord. Application encore une fois totalement gratuite. Et ce lien vous donne accès à la lecture commune. De là, vous avez face à vous un découpage. Et ce découpage, c'est pas du tout pour vous imposer un rythme de lecture puisque la lecture commune est active tout le mois. Donc si vous mettez un mois à lire le livre, eh bien vous mettez un mois à lire le livre. Si vous mettez 2 jours à lire le livre, vous mettez 2 jours à lire le livre, aucun souci. Pourquoi créer des sections? Eh bien, ça permet en fait de pouvoir échanger sans spoiler. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce livre-là, en plus les chapitres sont très longs. La première section, c'était prologue et chapitre 1. Eh bien, à la fin du chapitre 1, je vais pouvoir ouvrir ma section et puis lire ce que les autres ont déjà écrit et moi écrire mes ressentis. Et donc, ça crée de l'échange sur certains événements qui se sont passés dans le roman sans spoiler qui que ce soit et sans être spoilé également. Et donc ça, c'est quand même très très pratique. Je trouve que ça, pour avoir fait là les 2 premiers mois, je trouve que ça redynamise beaucoup les échanges parce que c'est vrai que quand on est dans une lecture commune, alors où on impose un rythme, clairement il y a des gens qui lâchent parce que chacun son rythme, j'ai envie de dire. Et quand on est sur une lecture commune où on n'impose pas de rythme, et ben on sait jamais quand on peut dire les choses, qu'est-ce qu'on peut dire. Et du coup, on ne parle pas forcément des événements qui se passent dans le livre, mais plus nos ressentis. Donc là, en faisant les sections, on peut vraiment dire, ben voilà, tu te rends compte vous avez pensé quoi de ce qui s'est passé à tel moment, avec tel personnage, moi ça m'a sidéré, je m'y attendais pas, et ainsi de suite, et ça crée vraiment de l'échange. On est déjà, je pense, une centaine sur le Discord, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, si vous n'aviez pas encore entendu parler de ce concept, n'hésitez pas à me faire un petit message ici ou sur Instagram. Il n'y a pas besoin d'avoir Instagram pour pouvoir participer. Si vous passez ici et que vous souhaitez y participer, vous me faites un petit mot, je vous donne le lien du Discord et comme ça vous permettra d'y participer quand vous souhaitez, en sachant que une fois que vous êtes inscrite en fait sur le Discord, vous avez accès à toutes les lectures communes qu'on va proposer, donc une lecture commune par mois. J'espère que j'ai été claire, j'en suis pas certaine. Je suis désolée, j'ai blablaté là pendant encore 1 heure de réunion, donc un peu plus d'1 heure. Donc les mots risquent de me manquer. Donc là, je vous l'ai dit, pour le mois de novembre, donc on a lu L'ombre de la menace de Rachel Kane. On est le 10 novembre, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est le 10 novembre, donc vous voyez, moi je ne l'ai pas encore terminé, il me reste une 20aine de pages et je l'ai commencé avant-hier, je n'ai pas du tout lu hier, donc on va dire que j'ai lu à peu près sur 2 jours. Je vous lis le résumé et je vous dis après ce que j'en ai pensé. La vie sans histoire de Gina vole en éclats lorsque la police découvre une femme pendue dans le garage familial. Le mari de Gina est condamné à mort, elle est acquittée. Mais l'opinion publique reste persuadée qu'elle était complice de son mari, du moins qu'elle couvrait sa folie meurtrière.
Victime de harcèlement, elle décide de fuir avec ses enfants. Mais où qu'elle aille, quelqu'un dans l'ombre l'épie, l'obligeant sans cesse à changer d'identité et de vie. 4 ans ont passé, Gina est devenue Gwen Proctor, elle s'est installée à Stillhouse Lake, où elle commence enfin à baisser la garde. Et je vous lirai pas la dernière phrase de ce livre qui spoile un petit peu ce qui va suivre. Ce livre, je l'ai vu passer des dizaines et des dizaines de fois sur les réseaux. C'est moi qui l'ai proposé pour la sélection du mois de novembre. Et donc j'en attendais quand même beaucoup, surtout que c'est un livre que m'a offert Marie Lucioline Books pour mon anniversaire il y a 2 ans. Qui était sur ma wishlist. Et là, je me suis dit, dans 2 ans, un livre dans ta palle depuis 2 ans, il faut que tu le sortes. Donc du coup, c'était l'occasion. Donc thriller psychologique, pour le coup, il fait vraiment le job. Ce qui est vraiment bien avec ce livre, c'est que on part vraiment du fait que il y a eu un accident, la porte de garage de Gina a été complètement explosée et on découvre un cadavre dans son garage. Son mari est très très vite condamné pour les meurtres, pour le meurtre de cette femme qui est retrouvée pendue, mais aussi pour les meurtres en fait qu'on découvre très très rapidement liés à l'accident. Et très très vite, Gina va être acquittée, etc. Donc ça, en fait, c'est presque le prologue. Et au premier chapitre, on commence 4 ans plus tard avec Gina qui est devenue Gwen Proctor, qui a dû changer d'identité et qui est tout le temps traquée et épiée par des cyberharceleurs, par des trolls qui lui veulent du mal parce qu'ils sont persuadés qu'elle a aidé son mari, ou en tout cas qu'elle l'a protégé pour qu'il puisse continuer de sévir, ce qui est totalement faux. Gina, on le sait dès le départ, elle est non coupable, elle ne savait strictement rien. C'était vraiment la femme soumise à son mari, la petite ménagère la petite ménagère américaine qu'on peut très bien imaginer. Et donc, on est vraiment dans un thriller psy. Il n'y a pas de moment gore. Il y a quelques scènes descriptives de photos, etc. Mais il n'y a pas de vrai moment où il y a un crime, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet dès le premier chapitre. Le personnage de Gwen, enfin de Gina qui devient Gwen, est très très attachant puisqu'elle va tout de suite fuir et décider de se battre pour ses enfants. Donc elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Et on sent à quel point le fait d'être mère lui donne de la force et lui donne l'envie d'avancer, en fait, de se battre pour que ses enfants puissent avoir le plus possible une vie normale. En tout cas, ce qui s'en rapproche le plus. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'étais très très attachée au personnage. Je trouve que la plume est très très fluide, ça se lit très très bien. Le premier jour, j'ai lu plus de 200 pages, alors j'avais le temps à ce moment-là. Mais vraiment, j'ai ressenti aucune longueur. C'est très dynamique, donc ça fait vraiment plaisir. Ce que j'ai moins aimé dans ce roman, c'est le côté très américain, donc très arme à feu, très grosse voiture. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des moments où on était à la limite du réaliste, en fait, de ce qui pouvait réellement se passer. Voilà, ça manquait parfois un petit peu de cohérence. C'est pas une mauvaise lecture, c'est une lecture, une bonne lecture qui aurait pu être encore meilleure. Et malheureusement, j'avais découvert l'identité de celui qui embêtait Gwen, principalement. Alors, il va y avoir toute une histoire autour de Gwen dans sa nouvelle résidence, donc à Stillhouse Lake. Je n'ai pas envie de vous dire ce qui va se passer pour elle. C'est écrit dans la dernière phrase du résumé, mais je trouve que ça spoil quand même. Mais en tout cas, dites-vous que Gwen, 4 ans après la découverte de la personnalité de tueur de son mari, elle a retrouvé quand même une vie paisible. Elle habite avec ses enfants vont à l'école, elle travaille, enfin voilà. Et il va y avoir des événements autour d'elle qui vont faire que de nouveau, elle va être mise en danger avec ses enfants. Et j'avais en fait très très vite découvert l'identité de la personne qui l'a traquée en fait. Et ça m'embête, ça m'embête dans un thriller psy, j'ai envie d'être surprise. Après, est-ce que c'est parce que j'en lis quand même pas mal, je ne sais pas. J'ai pas encore regardé les derniers échanges sur le Discord
sur la dernière partie puisque je ne l'ai pas terminée. Donc je saurai, une fois que j'aurai terminé ces 20 pages, je pourrai échanger avec les autres lectrices. Et donc du coup, je saurai si tout le monde, si la plupart des personnes partagent mon ressenti sur l'identité du tracker. Mais en tout cas, ce qui est vraiment sympa dans ce thriller psy, c'est la tension lancinante. Déjà, il faut vous dire que Gwen, elle parle à la première personne. Donc du coup, toute son angoisse, tous ces moments de tension, parce qu'elle est vraiment toujours sur un fil, elle est toujours sur le qui-vive, elle interprète tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, elle se fait énormément confiance, elle ne fait confiance à personne, enfin vraiment elle est dans un univers où l'angoisse est permanente, où le doute est permanent et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un récit qui est écrit à la première personne, donc c'est très très immersif et donc il y a une tension qui est très pesante dès le départ. Vous-même, vous rentrez dans un état de survigilance toute votre lecture et ça c'est vraiment sympa. C'est une lecture qui est vraiment très dynamique, hein, il se passe toujours plein de petites choses. Même des choses qui peuvent être anodines dans un autre roman, là, peuvent prendre du sens et en tout cas vous y prêtez davantage attention en vous disant est-ce que ça serait pas un indice que la situation va basculer? Est-ce que c'est maintenant que la situation va basculer? Est-ce que cette période de tranquillité, de sérénité pour Gwen et ses enfants va là s'arrêter? Donc voilà, c'est un roman que j'ai bien aimé, mais clairement, voilà, trop type américain et quelques incohérences qui font que je ne poursuivrai pas cette saga, mais je ne regrette pas de l'avoir lu. J'ai lu L'orpheline de Foundling de Stacey Holst, donc ça c'était pour le Read Together d'octobre. Quel était le thème? Je ne sais plus, Lauriane elle va me taper sur les doigts. C'était quelque chose, je crois, autour à la base de la sorcellerie et après je pense qu'on avait... oui, c'était Autumn Vibes le thème. Donc il fallait essayer de proposer des couvertures un petit peu sur le thème de l'automne ou une intrigue qui pouvait correspondre à l'automne. Donc je ne sais plus ce qu'on avait proposé. On avait proposé La vie invisible d'Adi Larue, on avait proposé L'orpheline de Foundling et le troisième, je ne sais plus ce que c'était. Je vais vite le retrouver. Donc le troisième roman qu'on avait proposé, c'était Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et donc du coup, c'est L'orpheline de Foundling qui a récolté le plus de voix. C'est un roman aussi que je voulais lire. Alors je ne l'avais pas dans ma pile à lire et Lauriane non plus, donc on a dû l'acheter toutes les deux. Moi j'avais Les sorcières de Poundle dans ma pile à lire. Donc il faut que je le lise assez rapidement, mais pas trop, et je vais vous dire pourquoi après. Donc le résumé, Londres 1747, Bess Bright, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, voit se refermer derrière elle les grilles de l'orphelinat de l'hôpital de Foundling. La mort dans l'âme, elle y laisse Clara, son bébé. Un jour, elle s'en fait la promesse, elle reviendra la chercher. 6 ans plus tard, ayant économisé chaque penny, elle retourne à l'orphelinat pour retrouver son enfant qu'elle n'a jamais oublié. Mais on l'informe que sa fille n'y est plus depuis longtemps, réclamée jadis par une femme se faisant passer pour Bess. Pour découvrir qui lui a volé sa fille, il lui faudra passer la porte d'une grande maison bourgeoise de Bloomsbury, où une jeune veuve et sa fillette vivent en recluse au milieu de lourds secrets. Voilà pour le résumé. Donc effectivement, on est milieu du 18e à Londres et on va assister en fait à l'abandon d'un enfant de la part de Bess. Donc elle a dû abandonner son nourrisson pour son plus grand malheur. C'était pas un souhait de sa part, mais elle n'a pas les moyens de conserver son bébé auprès d'elle. Et donc le roman s'ouvre sur sa présence au sein de l'orphelinat de Foundling. Et on va la suivre quelques temps où vraiment elle va travailler très dur. Donc elle est vendeuse de crevettes à la sauvette. Donc c'est vraiment une immersion dans Londres très pauvre, un Londres assez sombre, près des quais, etc. Et ça c'était très immersif, c'était très intéressant. Et on va la suivre pendant un moment galérer pour accumuler le peu d'argent qu'elle peut garder auprès d'elle pour pouvoir à un moment donné aller récupérer sa fille. Et puis 6 ans plus tard, elle va récupérer sa fille. Elle a suffisamment d'argent selon elle, sauf que sa fille n'est plus là et que la personne qui l'a récupérée s'est faite passer pour Bess.
Donc qui est cette femme qui s'est fait passer pour elle? Pourquoi elle a voulu prendre son enfant? Et donc là, va s'en suivre une quête de vérité et elle va vouloir bien évidemment retrouver sa fille. Alors c'est un roman de chorale, on va d'abord suivre Bess, puis la personne, une autre personne, une autre femme qui a en fait enlevé la fille de Bess. Et on va alterner comme ça les points de vue. Donc ce roman choral, ça aurait pu être une très 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 bonne idée, sauf que j'ai détesté la deuxième personne, donc celle qui a enlevé Bess, qui a enlevé pardon la fille de Bess, Clara. J'ai trouvé complètement antipathique, dénuée de sentiments, enfin. Et du coup, eh bien, quand c'était ces chapitres, eh bien, je n'accrochais pas du tout à l'histoire. Et moi, si j'ai pas d'attachement au personnage, c'est très compliqué. Alors, je me suis pas non plus vraiment attachée à Bess, même si j'étais très très triste pour ce qui lui arrivait. Mais je comprenais sa quête, je comprenais ses prises de décision, je la trouvais très très forte par rapport à tout ce qu'elle vivait. Et par contre, eh bien, l'autre femme qu'on va suivre, vraiment, je l'ai détestée en fait du début à la fin. Et donc, quand c'était ces chapitres, vraiment, je n'adhérais pas. Ça a beaucoup terni ma lecture. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la prise de décision de l'autrice. C'est-à-dire que quand Bess va rechercher sa fille et qu'on voit en fait que sa fille a été, euh, elle a été récupérée par une autre femme qui s'est fait passer pour Bess, on se dit mais alors ça peut être qui en fait ça, il y a une sorte de petite enquête hein, qui est menée et quand on voit qui a récupéré la fille de Bess, Clara, on se dit ah ouais non je m'y attendais vraiment pas et donc il y a parfois des petits dénouements comme ça au cours de l'intrigue qui sont vraiment très très intéressants, qui sont inattendus. Pour moi ça a redynamisé vraiment le récit. J'étais très très surprise. Par contre le dénouement, un vrai flop et du coup ma lecture est vraiment très très mitigée. Il y a beaucoup de longueur aussi, c'est très contemplatif, parfois très descriptif. Il ne se passe pas forcément grand-chose à certains moments. Et c'est vrai que le dénouement, je me suis dit non, en fait là, c'est pas possible. Le dénouement, il est beaucoup trop simple au vu de la complexité de l'intrigue qui avait été pensée par l'autrice. Donc vraiment déçue de ma lecture. Bon, ça a été un petit peu l'avis général des lectrices du Read Together, de dire il y a beaucoup de potentiel, la plume est sympa. Il y a des décisions qui ont été prises par l'autrice qui étaient sympas aussi, mais trop de descriptions et dénouements un petit peu trop faciles au vu de la complexité de la situation. Mais ce roman-là nous a permis avec Lauriane de commencer le Read Together et de voir à quel point les échanges pouvaient vraiment venir ouvrir un petit peu l'esprit critique, parce que c'est vrai que on a nous notre manière de lire et donc d'analyser ce qu'on lit. Mais quand on se confronte aux analyses des autres, eh bien je trouve que ça élargit un petit peu notre réflexion et je trouve ça super intéressant. Et en tout cas, les participantes avaient l'air ravies des échanges, donc ça c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que du coup, pour les deux premières lectures du Read Together, là je dirais déception et là je dirais lecture mitigée. Donc je croise les doigts pour que le prochain roman sélectionné donc pour décembre soit peut-être pas un coup de cœur, mais en tout cas une très bonne lecture. Je ne peux pas là vous dévoiler le thème et les romans sélectionnés puisqu'on ne l'a pas encore annoncé sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. Donc du coup, là je viens de vous parler d'une déception et on va malheureusement continuer dans les déceptions et c'est pour ça que je vous ai dit que le mois d'octobre avait été très très difficile en lecture. Je vous parlais d'une très grosse déception au point où j'ai fait un abandon de lecture. Alors, j'ai écouté La cuisinière de Castamar de Fernando Munies, qui est paru en poche aux éditions Charleston là dernièrement. En fait, Emmeline des éditions Charleston nous avait proposé de recevoir un lien qui nous permettait d'avoir accès à ce livre en audio sur Audible de manière gratuite. Et donc j'ai écouté 500 pages. 500 pages sur 750. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai abandonné 2 livres depuis que je sais lire. Donc depuis plus de 20 ans, j'ai abandonné 2 livres. Le premier, c'est un livre d'Anne Granger. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre d'Anne Granger.
Le deuxième, c'est un livre des éditions Charleston, qui était un livre de la rentrée littéraire. Clairement, j'ai pas compris ce que je lisais, donc je l'ai arrêté aussi. Et bien voilà mon troisième abandon de lectrice. Et je me suis dit, tiens, 2 abandons en quelques mois, alors que mon premier date d'il y a au moins 3 ans, je pense. Et avant ça, j'avais jamais abandonné un livre. Donc pour que j'abandonne un livre, c'est que vraiment, ça ne passe pas. J'ai eu du mal à l'abandonner, celui-ci, mais ouais, non, c'est pas possible. Donc on est en Espagne, à Madrid, au début du XVIIIe siècle, on est en 1720, et on va suivre Clara Belmonte. Clara Belmonte, en fait, c'est une jeune orpheline madrilène, et elle va entreprendre un voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle est attendue en fait comme commise de cuisine. Elle est accueillie avec austérité par celle qui gère les employés, clairement. À son arrivée, elle découvre une demeure en effervescence, du majordome aux femmes de chambre. Chacun s'active pour organiser les festivités données en la mémoire de Donna Alba, la maîtresse de maison décédée 9 ans plus tôt. Mais quand Clara attire l'attention de Don Diego, le taciturne et mystérieux duc, elle vient bouleverser la routine bien établie de la maisonnée. Entre intrigue de cour et sentiments naissants, cette rencontre pourrait changer des destins qui semblaient tout tracés. Donc effectivement, en fait, Clara, qui est commise de cuisine à la base, va très vite monter les échelons parce qu'elle a tapé dans l'œil de Don Diego, donc qui est le propriétaire de la propriété de Castamar. Bon, il y a une romance, certes, mais alors c'est pas du tout ça qui m'a embêtée, alors que vous le savez, je n'aime pas trop les romances. Mais c'est la multiplicité des personnages et la multiplicité des petites histoires, des petits cancans, il y a trop de choses en fait, il y a vraiment beaucoup trop de choses. Alors peut-être que j'ai commencé cette lecture audio à un moment où j'étais pas très attentive, et donc du coup j'ai peut-être pas saisi certains éléments, ce qui fait que derrière ça a endommagé la compréhension de ce que proposait l'auteur, c'est possible, mais clairement je me suis sentie perdue du début à la fin en fait. Parce que Don Diego, il est aussi donc, le propriétaire de Castamar et la cible d'un autre homme. Il a déjà tenté de tuer Don Diego à plusieurs reprises, etc. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Enfin, en fait, même les noms, j'arrivais pas à les retenir. Donc je pense que je n'étais pas suffisamment attentive à mon écoute. Pourtant, j'ai fait ça en faisant des petits travaux. Enfin voilà, en faisant des peintures, tout ça. Donc d'habitude, je sais très très bien suivre un livre audio, mais voilà. Donc si vous l'avez lu, je veux bien votre avis. Après, c'était peut-être pas le mois, hein, clairement, au vu du nombre de déceptions et de lectures mitigées que j'ai eu sur le mois d'octobre. C'était peut-être pas le bon mois, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'agit ici de mon troisième abandon en tant que lectrice. Et en fait, j'ai envie de m'octroyer de plus en plus le droit d'abandonner un livre que je n'aime pas. Parce que je fais partie de la team de je lis jusqu'au bout, je donne une chance à l'auteur ou l'autrice jusqu'au bout, parce que quand même il y a un travail derrière, mais en fait c'est aussi mon temps et j'en fais un peu ce que j'en veux. Donc il faut que j'arrête de m'obliger à lire des livres jusqu'au bout. Alors ça, c'est que ce soit un service presse ou une lecture perso, hein, ça n'a aucun impact. Et donc du coup, j'aimerais bien savoir, vous, quel est le rapport que vous avez avec les abandons de lecture? Ça, je suis assez curieuse. Je vais vous parler de 2 autres lectures mitigées. Je ne les ai même plus avec moi. Je m'en suis séparée parce que je ne voulais pas les garder dans ma bibliothèque. Il s'agit des 2 parutions qu'il y a eu chez HarperCollins dans la nouvelle collection Au gré du monde. Donc c'est une collection qui a pour visée de vous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Le premier roman de cette nouvelle collection, c'était Café and Girl d'Anne Jacobs. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la couverture comme ça. Ouais, hop, vous la voyez bien, comme ça m'évitera de faire un petit peu de montage. Donc, le premier que j'ai lu, c'est Café and Girl d'Anne Jacobs. Il faut savoir que c'est une saga, donc c'est une duologie. Donc là, on est sur le premier tome. Ça s'appelle Une nouvelle ère. Et donc du coup, si vous connaissez Anne Jacobs, vous la connaissez sûrement pour sa fameuse, et je commence à bégayer, sa fameuse saga La Villa aux étoffes. J'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Je vais lire le deuxième tome normalement avec Lauriane en lecture commune en début d'hiver.
Donc c'est voilà, j'avais vraiment envie de découvrir le Café Engel pour renouer un petit peu avec la plume de l'autrice. Donc là, ici, on est à Wiesbaden, c'est une ville allemande, en 1945. Donc la guerre vient de se terminer et on va suivre en fait Hyde qui habite cette ville et qui tenait avec ses parents le Café Engel et qui a été miraculeusement sauvé de tous les bombardements, etc. Il faut savoir que le café était le point de repère de bien des artistes et de personnes influentes. Donc c'était vraiment un lieu de rencontre où il y avait beaucoup de festivités, etc. Et Hyde, elle a à cœur de remettre très vite ça en place pour redynamiser un petit peu la ville et pour retrouver un petit peu de chaleur humaine autour d'elle. Et elle veut le faire assez vite et surtout de manière indépendante puisque sa mère est encore bouleversée par le fait que son père soit encore en France à cause des conflits. Son père n'est pas encore revenu. Et donc, elle, qui est assez jeune, hein, elle va entreprendre tout ça un petit peu seule. En tout cas, c'est ce que le résumé vous donne comme information. Alors, je ne vous lis pas le résumé parce qu'il est très long et parce qu'il spoil énormément de choses. Je trouve qu'en ce moment, pareil, j'ai l'impression que les résumés spoilent énormément les choses. Alors, quand je vous dis que ça spoil, c'est qu'il y a des informations du résumé qui se passent à plus de la moitié du roman, alors que le roman, je crois qu'il fait quasiment 500 pages, si ce n'est plus. C'est vraiment une brique et 400 pages. Je pensais que c'était un peu plus. Mais il y a des événements qui sont notés dans le résumé qui arrivent à plus de la moitié du livre. Donc je ne vais pas vous lire le résumé. Donc en tout cas au début on va suivre Hyde, donc je vous l'ai dit, qui est une jeune assez dynamique. Mais on ne va pas suivre que Hyde, on va suivre une multitude de personnages, ça va être un roman choral et moi ça m'a complètement perdue. Alors encore une fois, peut-être que c'était pas mon moi, peut-être que j'étais pas assez attentive dans mes lectures, mais donc ce qui est bien, c'est que on est en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a quand même un point de vue qui est peu habituel. On a une ville qui vient d'être détruite et qui est maintenant occupée par les Américains, donc on a quand même une ambiance assez particulière. Mais on va également avoir des soldats allemands qui sont encore en France. On va aussi avoir des soldats français qui veulent retourner en France. Il va vraiment y avoir une multitude de personnages. On va aussi avoir une cousine de Hyde qui va essayer de partir de chez elle avant que la ville soit occupée. Et donc c'est cette multitude de personnages, moi, qui m'a complètement perdue. Alors après, je comprends la nécessité de ce tome-là pour le deuxième tome, mais ce n'est qu'une duologie. Donc je me dis... est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus court, en sachant qu'il y a quand même des passages très très lents, très contemplatifs. Je me suis attachée à certains personnages que j'ai vraiment adorés et il y a d'autres personnages, mais alors je m'en fichais complètement de leur destin. Et donc, quand c'était leur partie, j'étais pas très très emballée. Alors, j'ai pas sauté de page, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais clairement, je me suis un petit peu traînée à le lire. Je l'ai lu en lecture commune avec Lauriane et on avait vraiment le même ressenti de se dire qu'il y a des passages qui auraient vraiment pu être raccourcis, voire enlevés. Et je pense même qu'il y a des personnages qui auraient pu ne pas exister. Alors, après, moi, j'ai l'impression d'être quand même à contre-courant concernant ce livre et concernant la collection de manière générale. Puisque les deux livres, je vais vous parler de l'autre livre tout de suite, c'est Tant de nuances de pluie d'Achal Lémy. Les deux livres, pour moi, ça a été des lectures mitigées, voire des déceptions, alors que la plupart des lectrices, les retours que j'ai pu lire, c'est des coups de cœur. Donc voilà, soit c'est moi qui n'étais pas dans le mood, soit eh bien, je commence à avoir des avis divergents, je ne sais pas, mais ou alors j'ai peut-être enchaîné un peu trop les romans historiques, c'est possible aussi. Mais voilà, ça a été deux lectures très mitigées et je pense que je m'arrêterai là en fait avec la collection Au gré du monde. C'est un peu la même déception que j'ai ressentie avec la nouvelle collection Les Ailleurs de Charleston. À part La Sorcière de Limbridge que j'ai vraiment adoré. Les autres, à chaque fois, ça a été des lectures très difficiles à terminer. Donc bon, là je vais donc vous parler de Tant de nuances de pluie d'Achal Lémy. Donc on va être en fait au Japon après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1948 à Kyoto et on va suivre Nori Kamisa. Nori Kamisa, en fait, c'est une enfant qui est issue d'une relation
adultère et qui est issue d'une relation interdite puisqu'elle est métisse. Elle a un père qui est noir et une mère qui fait partie de la noblesse japonaise. Donc ça pose énormément de soucis, elle est considérée vraiment comme une bâtarde. Et un jour, sa mère va la mettre à la porte de la demeure de sa grand-mère et elle va lui dire: «Sois forte, obéis pour vivre». Voilà, et sa mère va partir. Donc Nori va découvrir, rencontrer sa grand-mère et son grand-père. Elle va vivre chez eux, enfermée dans une pièce au grenier. Elle n'aura pas le droit d'y sortir et elle va subir des sévices qui sont horribles, hein. Elle va avoir des bains d'eau de javel pour blanchir sa peau. Elle va être frappée quand elle fait un peu trop de bruit, elle va être soumise psychologiquement, enfin vraiment c'est très très dur, il y a des passages très très difficiles. Au début j'ai été attachée quasiment instantanément à Nori et à ce qu'elle vivait. J'étais tellement en colère parce que je sais que ça existait, je sais que les premiers bébés bruns, comme on les appelait, ont beaucoup souffert de leurs conditions et de leur couleur de peau. Et je pense que c'est important d'en parler. Sauf que, donc j'ai été très très attachée à Nori, sauf que en fait Nori, elle aura beau mettre en œuvre tout ce qu'elle veut pour s'en sortir, parce que elle va avoir une force de caractère, des capacités de résilience qui sont hors normes et elle va vouloir aller de l'avant. Le jour où elle va rencontrer en fait son demi-frère, son demi-frère lui est issu d'une relation officielle entre la mère de Nori et le mari en fait de la mère de Nori, le vrai couple de base. Et donc du coup elle va un jour rencontrer son frère, son demi-frère, et là ça va être la rencontre qui va faire qu'elle va se dire qu'elle a le droit à autre chose que cette condition de bâtarde. Et elle va mettre tout en place pour s'en sortir, et son frère va être d'une grande aide, son demi-frère. La musique a une place exceptionnelle dans la relation, elle a une place exceptionnelle dans le livre, et ça j'ai beaucoup aimé toutes les références culturelles, ça m'a beaucoup plu. Par contre, Nori, elle aura beau mettre tout ce qu'elle veut en place, elle a juste une destinée complètement pourrie. C'est-à-dire que elle va enchaîner les catastrophes, elle va enchaîner les coups de pas de bol, et ça m'a vraiment agacée parce que dès qu'elle s'en sort un petit peu, il y a quelque chose qui lui tombe sur le coin du nez et on va de mal en pis, et voilà, ça a été très très compliqué pour moi de voir qu'en fait elle ne pouvait pas s'en sortir quoi qu'elle mette en place. Et la fin, j'étais très 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 déçue. Alors j'ai lu des retours qui disaient ça ne pouvait pas être autrement. Je comprends quand je lis ça, où veut en venir la personne. Je vous dirai pas la fin parce que voilà. Et en même temps, moi, je me dis, ben non, ça pouvait être autrement parce que tout est possible. Au vu de tout ce qu'elle a déployé, tout était possible. Donc voilà, en fait, j'avais l'impression vraiment d'être dans une ritournelle, quoi, que le schéma à chaque fois se répétait encore et encore et encore. Et moi, je m'attendais à un roman historique, sauf que pas du tout. On n'est pas du tout dans un roman historique. Alors oui, on va avoir accès à la différence de classe, on va avoir accès à la noblesse japonaise, on va avoir accès aussi un petit peu à la culture avec les geishas, etc. Mais on ne va pas du tout mettre en avant le contexte historique. Là, je vous dis qu'on est dans l'après-Seconde Guerre mondiale. On aurait très bien pu être à un autre moment au niveau historique parce que comme on suit toujours Nori, on est dans un huis clos quasi, puisqu'elle est enfermée dans ce grenier en étant enfant. Après, elle va évoluer, elle va bouger un petit peu, mais on est une bonne partie du roman dans un huis clos. Et donc du coup, on n'est pas du tout dans un roman historique qui met en avant les valeurs culturelles, traditionnelles et l'évolution sociétale, etc. Pas du tout. On est vraiment dans le cadre d'une jeune enfant qui va devenir grande, qui va passer à l'âge adulte dans des conditions complètement terribles. Donc voilà, ça a été une déception pour moi et j'en suis la première attristée parce que vraiment, j'ai enchaîné, comme vous avez pu le comprendre, je pense, les déceptions et les lectures mitigées. Là, j'avais commencé, avant tout ça,
sur Les balcons du ciel de Sophie Rouvier, que j'ai mis en pause au bout de un peu plus de 100 pages, je crois qu'il fait un peu plus de 200 pages, parce que je sens la déception aussi arriver. Donc il faut que je sorte de cette dynamique-là. Alors, entre-temps, j'ai lu Le Royaume assassiné que j'ai vraiment adoré. Là, j'ai lu aussi le 3e tome des enquêtes de Loveday Rider que j'ai beaucoup aimé. Et je vais lire, pour continuer dans la dynamique de aller, on retourne sur des choses beaucoup plus dynamiques, je vais lire Les Refuges de Jérôme Loubry. J'avais fait un petit sondage sur Instagram sur la lecture idéale pour Halloween avec les quelques livres que j'avais dans ma pile à lire. Et en fait, Les Refuges de Jérôme Loubry a clairement eu genre 99,9% des voix. Je pense qu'il y a une personne qui m'avait plutôt conseillé Sombre de Max Monod, que j'avais également dans ma pile à lire et que j'ai aussi hâte de lire. Mais sinon, tout le monde m'a indiqué que Les Refuges étaient vraiment génial. Donc je me dis que un petit thriller pour poursuivre sur un changement de dynamique, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai quand même pas mal parlé, je ne sais pas combien de temps on est. J'espère que ça a quand même été agréable pour vous à écouter, puisque on est beaucoup sur des genres qui ne me correspondent pas avec les romances de Noël de chez Charleston, et puis l'enchaînement de déceptions ou de lectures mitigées. Mais je me suis dit que c'était quand même important de vous tourner cette vidéo, parce qu'on ne peut pas toujours être dans des bonnes lectures, on ne peut pas toujours être dans des coups de cœur, et ne faire de retour que sur les lectures qui nous ont plu. Bah, c'est un petit peu comme si on Instagrammait un petit peu notre vie, où bah, y a des hauts et il y a des bas, et on ne montre que le beau sur Instagram. J'avais pas envie de tomber dans tout ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas eu d'équilibre, en fait, il y a eu énormément de déceptions et de lectures mitigées, et beaucoup moins de coups de cœur et de bonnes lectures. Mais, la prochaine fois que je reviendrai, je fais un point d'honneur à ce que la dynamique change. Et donc je reviendrai avec mon avis final sur Des meurtres pour lâcher prise de Karsten Duss. Et puis je vous parlerai sûrement des Refuges de Jérôme Loubry. Je vous parlerai sûrement d'une ou deux romances de Noël, puisque Noël va bientôt arriver et que les romances de Noël vont faire partie des livres que je vais lire. Et puis après, je verrai, il y a quand même pas mal de livres dans ma pile à lire qui me font envie, mais je garde à l'esprit que lire doit rester un plaisir. Et donc, il faut que je prenne le temps de sélectionner mes prochaines lectures, toujours dans un objectif aussi de faire diminuer ma palle avant Noël. J'avais pour but, je m'étais mise en tête de terminer l'année avec moins de 50 livres dans ma pile à lire. Non, ce ne sera pas possible. On est le 10 novembre. J'en ai 73, il me semble, dans ma pile à lire. J'arriverai jamais à en lire 23 avant la fin de l'année. C'est pas grave. Je vous tournerai aussi, je prendrai plaisir à vous tourner un bilan de fin d'année avec mes coups de cœur, mes déceptions, mon évolution dans mes genres de lecture. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets dans ce bilan-là, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et j'aimerais bien également vous faire une petite vidéo sur mes recommandations en ce qui concerne les livres à mettre au pied du sapin. Je l'avais fait l'année dernière sur Instagram, ça avait énormément plu, j'avais eu énormément d'échanges après en message privé. Et du coup là je me dis, bah, tiens, pourquoi pas le proposer en format booktube, comme ça me permet de parler un peu plus longtemps des livres que j'ai beaucoup appréciés, alors dans l'année ou même dans ma vie de lectrice, hein. Il y a des livres que j'ai sûrement recommandés l'année dernière que je vous recommanderai encore cette année. Donc j'espère que ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à me le dire, pareil en commentaire. Je vais vous laisser là, je vais arrêter de blablater parce que quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter et je pense que la vidéo est suffisamment longue. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée en fonction de votre moment de visionnage, et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.